parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Flesh plus Blood, la chair et le sang. Il est de Paul Verhoeven, oui je sais, à la française on disait Verhoeven à l'époque, Robocop de Paul Verhoeven. Mais non, ça se dit Verhoeven, c'est ma femme, ma compagne, qui m'a gentiment remis les yeux en face des trous en disant écoute, faut peut-être respecter un petit peu la culture des gens de temps en temps. Oui, c'est vrai, tu as bien raison mon poussin. Oui, je disais Paul Verhoeven, oui, j'étais un malandrin. Et ma compagne m'a fait remarquer avec justesse que ça se disait Verhoeven en Hollande, dans le plat pays. Donc on va essayer de respecter un peu ça et dire Verhoeven, même si j'aimais bien le côté Verhoeven, ça faisait un peu anglais, un peu classe. Ça faisait réalisateur américain à l'époque. En tout cas dans mon esprit tordu et acculturé, j'imagine. Bref, tout ça pour dire La chair et le sang, film de 1985 qui est sorti le 2 octobre 85 au cinéma en France et qui était interdit aux moins de 13 ans, oui. Et on va en parler de ça, de l'interdit aux moins de 13 ans de ce film, parce que c'est très intéressant. Et je l'ai vu à l'époque à la télévision en version française, je l'avais vu sur la chaîne La Télévision Suisse Romande. Allez, anecdote pour ceux qui, comme moi, ont un âge archéologique. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et oui, à l'époque, j'ai grandi dans l'est de la France, très proche de la frontière, et il se trouve qu'on n'avait pas des chaînes comme M6. À l'époque, on avait TF1, à l'époque, ça s'appelait pas France 2, ça s'appelait Antenne 2 et FR3. Oui, je sais, je vous parle vraiment d'une époque antédiluvienne. Et si on voulait voir des films un peu différents qui étaient au cinéma et qui arrivaient un peu plus vite à la télé, il fallait aller sur la télévision suisse romande que l'on captait mal, en général, c'était plutôt une définition d'image un peu nuageuse. J'ai regardé des films de peur qui m'ont terrifié littéralement parce que l'image était tellement nuageuse que je pouvais imaginer tout et n'importe quoi. Des excellents films comme des navets absolus. Hein. Je vous parlerai à l'occasion d'un film qui s'appelait L'Avion de l'Apocalypse, que j'ai vu dans ces conditions-là et qui m'avait traumatisé mais pendant des années. Hein. J'en reparlerai. Changeons de sujet. Continuons sur La chair et le sang. Et donc j'ai vu La chair et le sang à l'époque sur cette chaîne, pensant que c'était encore une fois un film d'horreur, vu que la télévision suisse romande avait le samedi soir une émission qui s'appelait Le film de minuit, si je ne dis pas de bêtises, et il passait beaucoup de films d'horreur, de classiques, ainsi de suite. J'ai pu découvrir plein de films comme ça. Autant vous dire que comme je flippais des films d'horreur en général, si je me rendais compte que c'était un film d'horreur, je regardais pas la suite. Oui, je sais, j'étais vraiment une tapette, comme on dit, hein, merci. Merci pour eux, pour les hommes sensibles tels que moi. Hein, bande de barbares. Ah, ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane ? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Et donc j'ai découvert La chair et le sang dans ces conditions-là, et j'avais été marqué déjà quand j'étais jeune parce que c'était la première fois que j'avais l'impression d'être au Moyen-Âge. J'avais l'impression d'avoir vu un film qui avait littéralement transporté dans une époque et qui avait bousculé énormément mes visions préconçues des choses, des relations, et surtout de l'univers du conte de fées ou du cinéma même en général. Je dis pas que c'est le film qui m'a fait ça, mais il y a beaucoup de films qui ont participé, mais celui-là particulièrement m'avait marqué pendant des années. J'avais gardé en tête ce titre, La chair et le sang, et j'étais toujours en train de me poser la question de qui l'avait fait, qu'est-ce que c'était que ce truc. Alors mon frère, qui était heureusement beaucoup plus culturé que moi à l'époque, même cultivé, même on peut le dire, m'avait dit que c'était le réalisateur de Robocop. À l'époque, je trouvais ça complètement fou qu'on puisse faire un film comme La chair et le sang puis Robocop. Je ne comprenais pas comment c'était possible. La qualité d'image n'était pas la même. Enfin voilà, j'étais perdu, vous voyez. C'était facile de me déboussoler à l'époque. Oui, calmez-vous tous les jeunes. Il n'y avait pas Internet pour vérifier les choses, pour se dire ah bah oui, en fait, un tel a pu faire ceci, puis cela. Aller sur Wikipédia, c'est réglé en 20 secondes. À l'époque, tu voulais une information, tu l'attendais des années. Hein, pour peu que t'aies pas un professeur qui a envie de t'en parler, ou alors que t'étais coincé dans un petit village comme moi, où la bibliothèque était pas ouverte souvent, où t'avais pas forcément l'information qui plus est, eh ben t'attendais. Tu fantasmais des années, t'inventais des choses carrément, parce que tu te disais bon, je pense qu'il y a ceci, cela. Alors des fois t'avais des bonnes intuitions, et des fois tu t'imaginais tout et n'importe quoi. Et oui, je vous parle d'une époque étrange, où quand on était dans la cour de récré, on disait ah, t'as entendu le dernier album de Iron Maiden ? Ah non, c'est quoi Iron Maiden ? Ah bah c'est un groupe de métal, machin, c'est vachement bien, ils ont du succès, machin, tu les connais pas ? Ah non, je connais pas, non. Ah bah c'est super bien, hein. Voilà. Oui, la discussion s'arrêtait là, on sortait pas son smartphone pour faire écouter à l'autre ce que c'était. On ne savait pas. Ou alors on disait je te prête mon CD mais fais attention, ne le casse pas, parce que j'adore cette chanson, et pour peu qu'on n'ait pas confiance en l'autre, on se dit bah je vais pas lui prêter mon CD, donc tant pis, la discussion s'arrêtait là. Je vous jure que c'était aussi triste culturellement que ça. Donc tout ça pour dire, on parle bien de cette époque archéologique là, hein, pré-internet, tout ce que vous voulez. Tout ça pour dire
on va dire, période contemporaine moderne, hein, parce qu'on sait très bien que à l'instant T, on est toujours à la période contemporaine et moderne, on est toujours plus intelligent que ces crétins du passé, hein. Mais évidemment, ça veut dire qu'on est aussi les crétins du futur. Tout ça pour dire... La chair et le sang de Paul Verhoeven. C'est un film qui m'avait absolument marqué. Alors, il faut absolument faire un tour autour de Paul Verhoeven. Oui, j'aime bien dire Verhoeven, c'est rigolo, hein. Bon, Paul Verhoeven est un réalisateur hollandais. J'ai eu la chance de passer par une gare à un moment donné et j'ai pu acheter un numéro spécial de Mad Movies sur toute la carrière de Paul Verhoeven. Numéro hors série absolument passionnant, je vous conseille de l'acheter. Si vous voulez connaître la carrière de Paul Verhoeven et avoir un regard sur sa carrière plus large, plus complet, plus intelligible, allez-y, achetez ce hors-série de Mad Movies qui retrace toute la carrière de Paul Verhoeven, sans oublier bien sûr sa période hollywoodienne qui est la plus connue, Robocop, Basic Instinct, Total Recall et ainsi de suite. Et qui revenait en plus avec chance sur son dernier gros film à ce moment-là, pour moi, Black Book, extraordinaire film sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale que je vous conseille de voir. En tout cas, la filmographie de Paul Verhoeven, on va faire simple, regardez-la. C'est tout simple, regardez-la. Vous allez être bousculé, vous allez plus savoir où mettre les pieds souvent, mais c'est justement ça qui fait que son cinéma est génial. Et c'est un réalisateur qui a un véritable talent de narration, ce qui fait que tout ce qu'il vous raconte est intéressant. Alors, il met des effets spectaculaires dedans, Starship Troopers étant un film extraordinaire à cet endroit-là, mais grosso modo, Paul Verhoeven, c'est le réalisateur qui va vous dynamiter grosso modo vos idées préconçues. Je fais tout de suite une parenthèse stylistique, mais j'en reparlerai dans la mise en scène de La chair et le sang. Paul Verhoeven a souvent été considéré comme un réalisateur baroque, pendant longtemps, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la distinction entre baroque et classique en termes artistiques. Je vais faire simple, grosso modo, le baroque serait ce qui donne plus lieu à l'émotion plutôt qu'à l'intelligence ou la réflexion, là où donc en termes de forme, c'est des formes plus organiques, comment dire, c'est plus flamboyant, on va dans tous les extrêmes visuels, sonores, on peut avoir du son saturé, on peut avoir des couleurs brutes à l'image, on peut avoir du gore, du sexe frontal, enfin le baroque, vous voyez, c'est tous les extrêmes qui sont là pour provoquer de l'émotion quasi à tout prix, avec toutes les limites que ça peut dire. Ça peut faire des fois des films qui sont des expériences émotionnelles intéressantes, et finalement des histoires absolument creuses. Bien sûr qu'il y a des chefs-d'œuvre qui arrivent à mesurer les deux, mais vous comprenez l'idée, c'est juste pour que vous compreniez la séparation. Et le cinéma classique, ou le style classique en art en général, c'est plutôt un style qui maîtrise les codes d'une technique, X ou Y, là en l'occurrence on va rester sur le cinéma, et qui donc par exemple, ça va être des films qui vont être absolument précis sur toutes les bases, qui vont vous raconter une histoire avec précision, qui vont vous montrer ce que vous devez voir, et qui ont donc la capacité en temps limité, de vous raconter des histoires, des narrations beaucoup plus complexes par définition. Dans le style classique le plus fort qu'on ait actuellement, et qui est en même temps un cas limite, on a Christopher Nolan, qui vous raconte des histoires très 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 compliquées, et qui arrive pourtant à y insérer des images assez dingues et quasi baroques. Mais ça vous donne juste une idée un petit peu du type de narration que c'est baroque et classique. Donc quand je dis que Verhoeven a été considéré comme un baroque, pendant longtemps, c'est parce qu'il proposait des émotions et des images particulièrement fortes. Je vais revenir dans les détails sur La chair et le sang de toute façon, mais je pourrais vous donner comme exemple Starship Troopers, qui était un film où grosso modo on voit littéralement Ken et Barbie se faire massacrer par des insectes géants, où le monstre final est un cul, un anus, excusez-moi, mais c'est une réalité. Bref, tout ça pour dire, il y a un second degré constant dans son cinéma, et des images fortes comme ça, qui ont tendance à nous faire penser que c'est du cinéma baroque à proprement parler. Mais quand on regarde la mise en scène finalement de Verhoeven, il exagère rarement réellement. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement dans la narration, en fait, ce qu'il nous raconte, le scénario, le fond de son histoire est souvent extrême. Mais de là à dire que c'est baroque, oui, dans Starship Troopers. Dans le reste de sa filmographie, je dirais plutôt que c'est un mec qui pousse à fond ses histoires et qui ensuite le raconte de manière très académique. J'aurais du mal, personnellement, à vous donner un effet de style que je considérerais être celui de Paul Verhoeven, personnellement. Alors je sais qu'il y a des gens plus intelligents que moi qui vont vous dire si, il a quand même ça qu'il fait, mais quand je prends sa filmographie comme ça, même quand je prends La chair et le sang, j'ai pas forcément une image qui me revient sans arrêt, un effet de style qui serait le sien spécifique. Je trouve plutôt que c'est son effet de style à lui, c'est de pousser ses scénarios au maximum et de nous mettre face à des images et des situations qui sont limites au vu de l'histoire qu'il nous raconte. C'est très rare qu'il
quel est grosso modo un léger retrait modéré dans ce qu'il est à raconter. Je sais pas comment exprimer ça plus clairement. Peut-être je vais juste faire vite fait sur sa filmographie pour que vous compreniez l'idée. Dans Robocop, on aurait pu se baser sur Robocop, avec un titre pareil et un scénario de base pareil. On pourrait s'attendre à un film, voilà, le mec est un homme qui devient pour X ou Y un robot, ou alors c'est un robot. Il éclate des flics en un film amusant. Il éclate des flics, oh purée, c'est mon côté extrême gauche qui ressort. La décadence est en marche. Il éclate des méchants, et voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au grand méchant. Enfin, on aurait pu avoir un scénario basique. Et lui, non, il nous fait une métaphore christique, une critique sociale, et en même temps, un film ultra gore par moment, qui était supposé être grand public en plus. Enfin, moi-même, quand je voyais le film, quand j'étais gosse, il y avait plusieurs séquences qui me choquaient, qui m'ont pas filé des cauchemars, mais quasi. Enfin voilà, c'était ça, c'est ça le Pavel Verhoeven, c'est le truc de réussir à s'opposer aux productions, aux acteurs ou autres, pour pousser à chaque fois sa narration au maximum. Starship Trooper, comme je vous ai dit, Starship Trooper, excusez-moi, comme je vous ai dit, Ken et Barbie qui se font buter par des insectes géants de manière gore, qui se font bouffer la cervelle et tout, mais c'est un truc de fou. Basic Instinct, évidemment, la fameuse scène de l'interrogatoire où on a littéralement un sexe féminin en plein écran pendant quelques images, ce qui était juste pas possible au cinéma à l'époque. Total Recall, avec un Schwarzenegger movie où clairement où Verhoeven a pourtant été pas mal modéré par Schwarzenegger, qui à l'époque était une gigastar et qui pouvait modérer les choses, qui a quand même réussi à nous caser dans le film des images assez dérangeantes de mutants, un triple sein à l'écran, bref, que des trucs comme ça. Et vous voyez, c'est constamment comme ça la filmographie de Verhoeven. Et même dans le dernier film que j'ai vu de lui, qui s'appelle Elle, qui est sorti en 2016, qui est une production française, mais qui est pareil, il arrive à pousser son histoire jusqu'au bout. C'est une femme qui se fait harceler à son travail, elle est concepteuse, ou je sais plus si elle est directrice d'une boîte qui fait des jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, et il y a quelqu'un qui envoie sur le mail de la boîte un montage où grosso modo on la voit elle en train de se faire plus ou moins, je sais plus si c'est agressé sexuellement ou c'est un peu tout ça, c'est c'est une mise en scène avec du travail sur l'image pour que ça ait l'air d'être elle, et c'est vraiment du harcèlement vraiment sale, vraiment très 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 insultant et blessant. Et à partir de cette histoire-là, c'est une femme qui a des rapports sociaux un peu froids, comme ça, un peu étranges, et elle va se faire agresser sexuellement chez elle, et elle va commencer à nourrir une relation étrange et ambiguë avec celui qu'elle pense être l'homme qui l'a agressée sexuellement. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ça va toujours loin. On est encore dans un recoin moral très complexe, qui est... parler du viol, c'est très complexe, c'est pas un sujet facile du tout, encore plus avec MeToo maintenant. Elle, c'est un film qui est clairement un film qui va marcher sur les sentiers du limite, voilà, là on sait pas trop si on devrait pas aller mettre les pieds là parce que c'est moralement très complexe. C'est ça Paul Verhoeven. Je pense que si on doit dire que c'est un réalisateur baroque, c'est d'abord un réalisateur baroque du sujet. Quand il a un sujet, il le pousse à fond. Et il n'hésite pas à pousser à tous les niveaux stylistiques. Starship Trooper est un film dans l'espace, un space opéra, qu'il a rendu gore et qu'il a transformé en film de Ken et Barbie. Littéralement, je pourrais vous en parler à l'occasion, mais il y a d'excellentes vidéos sur Starship Trooper sur YouTube déjà, mais si vous voulez, faites-le moi savoir dans les commentaires, je me donnerai un grand plaisir de vous parler de Starship Trooper, qui est un film passionnant à analyser et à discuter. En l'occurrence, dans son cinéma, on a Robocop, comme je disais, on aurait pu avoir un film de roboflic classique, et on a une métaphore christique, et une critique sociale hyper hardcore avec des parodies de pubs qui sont incroyables à l'époque, qui étaient vraiment des coups de pied au cul de l'Amérique de consommation, c'était exceptionnel. Si on prend Showgirls, pareil, Showgirls, j'en ai pas parlé, l'histoire d'une jeune femme qui part, grosso modo, qui monte complètement par le sexe dans la société, la jet set américaine, et ben la photographie du film à l'époque a été critiquée à mort. Beaucoup de gens ont dit que c'était un pseudo-film porno, mais en fait, il a complètement voulu copier l'esthétique des séries télé pseudo-érotiques à l'époque. Alors il y en avait par exemple comme Les Dessous de Palm Beach, je sais plus comment ça s'appelait en série originale, mais qui étaient clairement des séries pensées comme ça, pensées pour être des pseudo-trucs pornographiques sans le dire,
Non, ça l'était pas, hein, c'était érotisant, machin truc. Et il y avait des tas de films produits comme ça aux États-Unis qui avaient beaucoup de succès. En France, on a eu plein de téléfilms de ce style-là dans la série qui passait sur TF1, évidemment TF1, hein, qui s'appelait Hollywood Night. Et on avait un style de photographie un peu chaude, où les acteurs étaient toujours très bien avec de très beaux brushing, qui ressemblaient à des gravures de magazines. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Showgirls. On lui a reproché, mais au final, c'est exactement ce qu'il voulait critiquer et pointer du doigt. C'est un film complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, Showgirls, dans son esthétique. Bref, baroque oui, mais baroque dans le sujet. Baroque dans sa capacité à un moment donné à pousser ce qu'il veut raconter ou ce qu'on lui demande de raconter, puisqu'il a fait des commandes aussi, à fond et d'aller plus loin. Donc bref, Paul Verhoeven, un grand réalisateur, j'insiste encore une fois, achetez le Mad Movies hors série, vous allez aller plus loin, vous allez découvrir ses collaborations, notamment avec ses collaborateurs principaux, Gerald Sutherland, avec qui son scénariste, avec qui il a fait notamment La Chair et le Sang, mais plein d'autres films, de films hollandais aussi, dont la série Floris notamment, qui lui a permis de se former, de commencer, ses collaborations complexes avec Roger Hauer, mais je vais vous parler de la production de La Chair et le Sang, qui est partie un peu en vrille. Et c'est le dernier film qu'ils ont fait ensemble, si je dis pas de bêtises. Ces rapports toujours compliqués avec les scénaristes américains avec qui il a taffé, je sais plus. Ces super rapports par contre avec Jan de Bont, qui a été pendant longtemps son chef photo, avant de lui-même devenir réalisateur et de réaliser notamment, d'avoir du grand succès avec Speed, qui avait été pour le coup un coup de pied au cul du film d'action quand il était arrivé, qui avait intronisé Keanu Reeves comme star de film d'action, mais qui avait aussi mis un coup de pied au cul au film d'action à papa du genre Schwarzenegger. Eh oui, Speed, c'est le film qui va commencer le déclin. Il fait partie de ces films qui vont commencer le déclin des productions Stallone, Schwarzenegger et consorts, basés sur un héros bodybuildé et sur cet archétype-là. On va de plus en plus avoir un héros d'action qui va traverser l'action et qui va pas forcément être un archétype de Ubermensch, je ferme la parenthèse. Donc voilà, plein de gens comme ça qui sont passionnants à connaître, et ce hors-série de Mad Movies en parle très très bien. Maintenant qu'on a fini cette grande présentation, oui, en ce moment je m'énerve un peu, on retrouve un petit peu les sources, on retourne un petit peu les vrais, là, ceux qui étaient là depuis le début, qui savent que je peux parler 10 heures d'un film sans m'arrêter, sans boire le moindre verre d'eau, sans même manger, hein, oui, parce que je ne me nourris plus, quand le cinéma me suffit. Il est temps donc de pitcher, de nous raconter cette belle histoire médiévale de contes de fées, mais alors adultes, mais alors vous n'avez même pas idée où vous mettez les pieds. Voici donc le pitch de La Chair et le Sang. Il n'y a qu'une seule solution, cette vallée-là qui s'en va vers l'est. Mais c'est coton, j'y enverrai pas un chien vérolé. En 1501, en Moyenne-Europe, le seigneur Arnolfini trahit les mercenaires qu'il avait payés pour piller une cité en chassant les pillards. Alors il leur avait dit « vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez », mais en fait il leur a menti. Et donc ces mercenaires trahis décident d'attaquer Arnolfini, son fils et sa promise Agnès, et ils décident d'enlever Agnès et de réclamer un certain butin. Bien sûr, cette équipe de fiers à bras qui sont loin d'être des poètes, s'occupe de violer la donzelle, entre autres, et de l'emmener avec elle. Et alors qu'on aurait pu croire que l'histoire allait se découper entre Steven, le jeune bon prince qui vient libérer la belle Agnès grâce à ses connaissances en sciences et en technologie, notamment puisqu'il est fan de Léonard de Vinci, qui est un peu un symbole, lui, de la Renaissance, et le méchant chef des mercenaires, Martin, abusant de la pauvre Agnès, l'histoire ne va pas du tout aller vers ça. Agnès va commencer tout doucement à se rapprocher de Martin, limite à le dominer psychologiquement et physiquement. Et de son côté, Steven va être un jeune prince tout à fait ingénieux, mais confronté à tout l'obscurantisme de son époque, et notamment au chef que Arnolfini a décidé d'envoyer récupérer sa fille, le capitaine Hawkwood, homme fier et brave, mais qui est malheureusement tenu par les cacahuètes par Arnolfini, car sa jeune femme avec qui il vit est une femme hébétée et a besoin absolument de lui pour vivre. Tout ce beau monde va se retrouver autour d'un siège dans lequel Martin et ses mercenaires vont essayer de tailler leur part du lion, en étant confrontés à un seigneur beaucoup trop puissant pour eux, et au petit Steven, bien décidé à récupérer une Agnès qu'il imagine virginale et gentille, mais qui est loin, très loin, mais alors très loin d'être ce qu'il imagine. Tu devrais peut-être la tenir en laisse, James Bond.
Alors, les décors de La chair et le sang, il faut en parler. Le film a été tourné essentiellement en Espagne, c'était une coproduction hispano-américaine, à l'époque avec la société Orion. La société Orion qui a produit énormément de films de genre qui ont été des films cultes dans les années 80. Si je dis pas de bêtises, ils ont produit Robocop, bien sûr, mais ils ont aussi coproduit Terminator et d'autres films comme ça. Donc bref, grosse boîte à l'époque, qui avait donc un studio derrière elle, je ne sais plus lequel c'était, et qui a donc réussi à monter ce projet avec Paul Verhoeven à sa tête. Projet qui n'était pas un énorme budget, c'était 7 500 000 $, ce qui n'était pas énorme, mais le projet était très ambitieux, donc il valait mieux ne pas avoir beaucoup de décors à remonter. Et la décision intelligente que Paul Verhoeven a pris très vite en pré-production, ça a été de partir tourner en Espagne, puisque à l'époque, il y avait encore beaucoup de châteaux et d'endroits qui étaient particulièrement efficaces pour évoquer le Moyen-Âge et la période que Gerard Seutemann, le scénariste, avait écrit dans son livre et qu'il avait adapté pour ce nouveau film. En l'occurrence, pour ce nouveau film, excusez-moi, on va essayer de pas faire d'élocution journalistique, c'est déjà assez lourd comme ça. Tout ça pour dire, les décors sont très vite une partie prenante du film et du réalisme du film. La photographie aussi, le soleil très fort de l'Espagne, tout joue beaucoup sur une vision du Moyen-Âge qui est constamment confrontée à une certaine forme de promiscuité moite et la chaleur. Le soleil omniprésent de midi, hein, vraiment, il y a vraiment essentiellement des séquences comme ça, ou alors des grandes pluies torrentielles, on est vraiment dans l'été, on va dire baroque, grand soleil, grande pluie, va augmenter le côté sale, fatigué aussi du casting, et j'en parlerai après. Mais tout ça pour dire, je vais pas faire long, mais c'est un choix extrêmement judicieux, puisque une grande partie du réalisme, de la sensation de vraisemblance que le film transmet, vient de ce choix très intelligent de choix de tournage. Mais j'insiste tout de suite, il y a la vraisemblance de Moyen-Âge dont je parle est en fait fausse. Il y a beaucoup d'historiens depuis 4-5 ans maintenant qui, sur les différents réseaux sociaux, tapent du pied pour expliquer que le Moyen-Âge a eu une période obscure, mais qu'elle a été courte et qu'au final, tous les clichés qu'on trimballe depuis des années sur le Moyen-Âge sont faux. J'en reviendrai sur la partie scénario et sur cette partie qui, moi, me choque encore et qui me plaît encore dans l'identité du film, que je pensais vraisemblable à l'époque, et qui en fait est beaucoup plus à débat que ça, voire même fausse a priori. C'est-à-dire trois clichés simples. Le premier, c'est que le Moyen-Âge était essentiellement un repère d'obscurantistes et d'idiots, premièrement, que les gens étaient bêtes, suivaient un peu que le grand peuple suivait les prêtres et les scientifiques avec une sorte d'aveuglement constant, et qu'ils étaient eux-mêmes des incultes parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, c'était des imbéciles à la limite du Cro-Magnon. Ça, c'est une première chose qui est clairement remise en cause maintenant et qui est clairement contredite. Deuxièmement, que c'était la période de l'humanité la plus sale et que donc il y avait essentiellement des maladies, qu'il y avait beaucoup, que ça puait tout le temps, que c'était sale partout. Chose que le film renvoie, mais qui a priori serait fausse, et encore une fois, je vais en reparler dans la partie scénario. Et dernier point et non des moindres, que c'était une société basée essentiellement sur la violence et, grosso modo, une certaine forme c'était, je caricature, mais c'était le Far West, hein, c'est-à-dire, voilà, on faisait un peu n'importe quoi, ce qui était, encore une fois, faux, et j'en reparlerai après, et j'expliquerai ça un peu, le film jouant beaucoup là-dessus, alors qu'en fait, ça, on est quasiment sûr que c'était pas vrai, qu'on avait énormément de respect, notamment pour les enfants, et qu'il était hors de question de tuer des enfants à tour de bras sous prétexte que voilà, c'était comme ça, que ça se passait, que c'était le Far West et qu'on s'amusait. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Je reviendrai là-dessus après. Donc, excellent choix de tournage dès le départ, qui va créer des conditions de tournage horribles. Il va faire chaud tout le temps. Le casting va très vite en avoir marre du film, et en plus, manque de bol, je reviendrai là-dessus quand on parlera du casting, mais Rutger Hauer ne voulait pas faire ce film. Ils avaient tourné pas mal avec Paul Verhoeven, mais il aimait pas l'idée de ne pas incarner le héros, d'être un anti-héros. Il pensait que ça handicaperait sa carrière aux États-Unis, ce qui quelque part a été vrai. Il avait eu du nez, Paul Verhoeven. D'ailleurs, Paul Verhoeven lui-même l'admet, hein. Il le dit dans le fameux hors-série, notamment de Mad Movies, dont je ne vous rebats les oreilles, qu'effectivement, il a peut-être handicapé le début de carrière de Rutger Hauer, et que Rutger n'a pas eu la carrière de héros de cinéma qu'il aurait voulu avoir. Il était essentiellement un méchant, même s'il a eu de très grands rôles comme Blade Runner. Il est resté, quelque part, un vilain, un méchant de cinéma dans la vision populaire. Il avait bien senti le coup, le Rutger. La preuve, c'est son excellent rôle dans Hitcher, excellent film aussi dont je reparlerai à l'occasion. Je crois que c'est de Roger Corman. Parce que c'est un producteur, Roger Corman, alors c'est pas lui qui l'a réalisé.
Je sais plus. En tout cas, dans Hitcher, il était aussi incroyable. J'en reparlerai aussi, film assez dingue, j'en parlerai. Qui avait eu un remake catastrophique avec Sean Bean, le pauvre, mais peu importe. J'en reparlerai à l'époque de John Ryder et de Hitcher. Tout ça pour dire... Conditions de tournage qui ont rendu vraiment le film très très difficile, sans compter que en parallèle de Roger Hauer qui voulait pas faire ce film, qui en avait marre, et qui donc a monté les acteurs contre Paul Verhoeven qui a dû négocier sur beaucoup de séquences, et qui a finalement sorti un film qui est incroyablement cohérent, je sais pas comment il a fait, mais il a dû se défoncer le cerveau. Ça a dû être une histoire de dingue pour changer sans arrêt des éléments de scénario et d'histoire pour correspondre avec ce que les acteurs voulaient ou obtenir ce qu'ils voulaient. Ça avait l'air très compliqué. On en reparlera quand je reparlerai du casting. Et ça pour dire, le dernier élément, c'est que quand tu vas tourner en Espagne en 84, il faut qu'il y ait des traducteurs. Donc déjà, tu es en mode, c'est des Hollandais, un acteur principal hollandais, qui vont parler anglais avec une équipe de production américaine-anglaise sur un point de tournage espagnol. Donc autant vous dire que ça ne facilite pas les choses. Ça ne veut pas dire que ça rend les choses impossibles, mais ça les rend plus compliquées, plus lentes, plus chaotantes. Et il se trouve que notre ami Paul Verhoeven s'est retrouvé à négocier non pas seulement avec les acteurs, mais avec les équipes de tournage sur place, l'équipe de tournage américaine, bref, il était constamment en train de négocier sur absolument tout. Donc choix de décor à la base hyper intelligent, budgétairement bien vu, historiquement bien vu, qui fonctionne dans le film, mais qui dans les conditions de tournage ont rendu le film horrible à faire. Quand on demande à Paul Verhoeven quel est le pire film qu'il ait fait, le film le plus difficile qu'il ait eu à tourner, il répond systématiquement la chair et le sang. Bref, donc vous voyez un petit peu un choix judicieux de décor, parfois c'est judicieux, oui, mais c'est pas forcément ce qui te facilite plus la vie, en l'occurrence. Parlons tout de suite de la musique. Le thème principal m'est pas forcément resté en tête, mais je peux dire deux choses parce que la musique a été composée notamment par Basil Polidoris. Basil Polidoris, c'est qui ? Pour moi, c'est le compositeur du fameux thème de Robocop. Bien sûr, c'est Paul Verhoeven qui l'a réalisé et qui a demandé à Basil Polidoris de faire la musique, mais Basil Polidoris est aussi le compositeur de l'extraordinaire bande originale de Conan le Barbare. Conan le Barbare, film exceptionnel de John Milius, celui-là aussi, il faudra que je vous fasse un podcast dessus, c'est obligé, quoi. Bref, c'est noté. Tout ça pour dire, encore un film à noter dans la liste. Tout ça pour dire, Polidoris qui arrivait avec le même style, grosso modo, de ce qu'il avait produit sur Conan, avec des envolées lyriques extrêmement fortes et une musique guerrière extrêmement réussie, avec notamment une utilisation des percussions qui à l'époque était relativement peu vu dans le style hollywoodien. Bref, une musique hyper efficace qui arrive à manier chevaleresque et un côté barbare qui renvoie à cette époque et au côté barbare du film. Je reviendrai là-dessus dans la question du scénario. Donc un petit tour autour de Basil Polidoris, dont je vous conseille évidemment la carrière musicale, compositeur de grande qualité, et qui réussit vraiment la musique de la chair et le sang, qui manie, comme je disais, chevaleresque et univers barbare et sombre de cette période du Moyen-Âge. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Les effets spéciaux du film, j'ai envie d'en parler parce que déjà, alors c'est un peu autre chose, c'est la photographie, mais la photographie du film me plaît parce que je pense qu'elle a un côté téléfilm. Alors, faut m'entendre, c'est ce côté un peu image chaude, image particulièrement marquée dans les contrastes, notamment de couleurs, les carnations, tout est très présent à l'image. Les peaux sont oranges, on sent le côté moite des peaux et des visages, des mains, les cheveux sont sales, mouillés, la boue a l'air d'être, épaisse, lourde. Il y a constamment comme ça dans l'image une présence de la couleur qui donne beaucoup de singularité à ce film. J'ai vraiment pas vu beaucoup de séries, de films réussir cet effet-là, cet effet moyenâgeux. Allez, un tout petit peu dans la série The Witcher dernièrement, mais vraiment un petit peu. Et dans certains villages, j'ai bien aimé, notamment il y a une scène de baston particulièrement épique dans le premier épisode de la série The Witcher, où ils sont dans une sorte de ruelle, il y a juste de la boue par terre, et ça m'a bien plu. J'ai retrouvé un petit peu ce côté un petit peu moyenâgeux par rare moment comme ça dans la série. Mais je trouve qu'il y a peu de séries qui ont réussi à retrouver ça, un peu Game of Thrones,
un peu, notamment à Winterfell, mais c'était pas le même point de vue, on n'a jamais vraiment eu ce côté... Enfin si, il y a quelques moments, notamment dans les premières saisons de Game of Thrones, où vraiment on ressent ce côté moyenâgeux, malade, perverti, qui fonctionne plutôt bien dans des lieux comme ça, des châteaux forts écroulés, avec de la boue un peu partout. Alors j'insiste sur la boue, mais vous comprenez l'idée, c'est un élément simple pour évoquer la saleté directement à l'esprit du spectateur sans avoir à en rajouter des caisses. Et là évidemment dans La chair et le sang il y en a tout le temps quoi, quasiment quoi. C'est juste fou, on a l'impression qu'il marche dans la boue du soir au matin, mais c'est voulu et ça fonctionne vraiment réussi. Bon, tout ça pour dire, petit tour sur la photographie, mais je trouve que ça donne une patte particulière à la chair et le sang que moi j'apprécie beaucoup. C'est ce côté un peu baroque, chaleureux constamment. On a constamment l'impression d'être proche des personnages. J'aime beaucoup ça, j'aime cette proximité. Et ça crée, à mon avis, de la proximité. Après, ça a un côté aussi répulsif, hein, parce qu'ils ne font pas que des trucs bien cool. On n'est pas du tout dans le baroque sensuel. Hein. On est dans le baroque où par moments ça devient moralement hyper limite. Et quand je dis hyper limite, ça va au-delà. Mais on va en parler dans la partie scénario. Attendez, posez vos flingues. Je voulais aussi parler de la partie effets spéciaux parce que c'est un film où tous les effets spéciaux sont faits en physique. Et je trouve que ça marche encore très bien. Même si on est maintenant, on a vu vous savez, le film de Siège a franchi un cap depuis Le Seigneur des Anneaux. Donc on est encore un petit peu dans quelque chose, on va dire, ça fait un petit peu rustique. C'est la prise de château où il y a genre 20 gars contre 10. Vous voyez, je caricature à peine, hein, dans La chair et le sang. L'ampleur... On a une scène au début où il y a pas mal d'ampleur, où grosso modo Martin et son équipe de mercenaires attaquent une cité, et là, à la limite, il y a de l'ampleur. Mais sur la fin du film, les mercenaires, ils sont pas très nombreux, ils sont attaqués par une armée qui est un peu plus nombreuse qu'eux. Voilà, on n'a pas vraiment d'ampleur dans la mise en scène de ces batailles, à part au début. Ensuite, ça reste ce que j'appelle de l'escarmouche, où on est à 10 contre 15, je caricature, quoi. Mais on a cette très bonne idée dans le scénario de Gerard Suterman de donner au jeune Steven, au prince Steven, la capacité d'être intéressé par les nouvelles sciences, et donc il monte des plans pour essayer notamment au début du film, il essaie de faire exploser la porte plutôt qu'avec un baril roulant. Vous allez voir, hein, c'est des inventions dignes de Vinci, et donc ce petit côté inventeur renouvelle pas mal l'action, crée des séquences assez comico-triste. Je vous laisse découvrir comment ça aussi. Ça marche très bien. Et notamment au milieu du film, il monte une sorte de tank, littéralement, pour avancer vers les murailles qui sont gardées par les mercenaires de Martin. Et il y a une sorte de bras articulé qui lui permet de monter comme une échelle de pompier. C'est tout con, mais ça donne un côté spectaculaire original au film. J'ai pas revu depuis des prises de château de ce type-là. J'ai même eu l'impression que dans Kingdom of Heaven, notamment, de Ridley Scott, il y avait des références à cette séquence de la chair et du sang, notamment c'est cette idée de faire une prise de château, de transformer une prise de château en vrai moment de guerre avec des phases stratégiques quasi froides. Je trouve. Alors après, c'est un peu modéré parce que autant dans Kingdom of Heaven, c'est vraiment très froid. On n'a pas d'enjeu du genre l'amoureux qui veut sauver son amoureuse. Il n'y a pas d'enjeu dramatique aussi mélodramatique. Là où dans Kingdom of Heaven c'est pas présent, alors que dans justement La chair et le sang c'est présent, c'est vraiment Steven qui mène cette attaque, notamment parce que je vais être clair, caché pistache, hein, boucher les oreilles des enfants, mais notre chère princesse Agnès, elle rend le zizi de notre cher prince Steven tout dur, hein, que les choses soient bien claires. J'en parlerai encore une fois dans la partie scénar. Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Donc tout ça pour dire, c'est un film, moi j'aime bien ce film, je trouve que ça lui donne encore de la fraîcheur d'être aussi dans des effets spéciaux physiques, il n'y a pas de CGI et de machin comme ça, c'est des effets spéciaux du terrain, et ça marche bien. Je pense que par exemple, George Miller dans Mad Max a eu la grande intelligence de beaucoup compter sur des effets spéciaux physiques, et ça a redonné beaucoup d'intensité à la mise en scène. Et c'est très difficile de faire des effets spéciaux physiques, hein. C'est une coordination de fou. Vous savez, le coup du on tire, on voit des flèches tomber, les mecs courent au milieu. Quand c'est en CGI, ça facilite beaucoup de choses, il y a moins de risques et ainsi de suite. C'est lourd et c'est pas évident sur différents points. C'est difficile à rendre vraisemblable. Mais les effets spéciaux physiques ont ça de fait que les acteurs réagissent à des choses qui arrivent réellement autour d'eux, les figurants, les cascadeurs, et du coup ça permet aussi ça crée un chaos visuel que les acteurs et que tout le monde n'a pas besoin de
de le simuler, il est là. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est présent dans La chair et le sang, et ça donne beaucoup de qualité à l'utilisation des effets spéciaux physiques, les flammes, les explosions, et ainsi de suite. Je vous renvoie au film pour vous en rendre compte vous-même, mais ça fait que le film a quelque part plutôt bien vieilli. Il a vieilli, hein. Les scènes de combat sont un peu risibles maintenant, ça manque un peu d'impact, c'est un peu lent par moment, le film a par moment essaie de donner de l'ampleur à ce qui se passe, mais ça n'a pas tant d'ampleur que ça. Encore une fois, c'est plus des escarmouches. Fini la bataille d'introduction du film, le reste, on est plus dans de l'escarmouche. Donc, ça reste un petit peu petit. Et il y a carrément des séries télé maintenant qui vont damer le pion aux séquences de combat, aux séquences de guerre de La chair et le sang. La Game of Thrones en tête, évidemment. Mais je trouve que ça reste un des aspects frais du film, un des aspects forts, un des aspects qui lui donne de la singularité, et je vous conseille donc de le regarder avec un regard un peu compatissant, quelque part, mais en même temps, je pense que vous allez être dedans plus vite que vous ne le pensez, alors que c'est des effets spéciaux qui ont techniquement vieilli. Et maintenant, tu sais quoi, un sucre? Il était temps de faire un petit point sur le casting, oui, le casting de La chair et le sang. Nos 3 acteurs principaux, Martin, Agnès, Steven, respectivement joués par Roger Hauer, Jennifer Jason Leigh et Tom Burlinson. Alors je vais commencer par le moins connu, Tom Burlinson, qui était un acteur, qui est un acteur australien, hein, qui n'a pas fait de grands films après, mais au moment où il a été casté, on voulait au départ le faire, grosso modo, Tom Cruise avait été pensé pour le rôle, mais il n'était pas libre. A priori, il devait tourner dedans, mais il n'était pas libre. Dans la même période, Tom Cruise va tourner, je crois, un peu avant ou un peu après Legend de Spielberg, si j'ai pas de bêtises. Non, Legend, je sais plus qui c'est qui a réalisé Legend, non, c'est pas Spielberg. Bref, je ne sais plus. Legend, donc voilà, il jouait le rôle d'un prince vaillant, machin, naïf. Donc voilà, les rôles qu'a fait Tom Cruise au début de sa carrière. Et donc, Tom Burlinson a été choisi dans ce cas-là. Il n'a pas fait forcément une grande carrière après, hein, en jouant essentiellement dans des séries B. Bonne carrière, hein, pas honteuse, mais bon, c'est grosso modo, le film qui l'a fait le plus connaître. Et il est bon dans le film, j'aime bien ce qu'il a apporté au personnage. Il a un côté naïf auquel on peut croire. Il a un côté, comment dire, héroïque, suranné qui fonctionne très bien. Ses réactions par rapport à l'obscurantisme moyenâgeux aussi fonctionnent. Je trouve que c'est vraiment un bon, entre guillemets, héros gentil, confronté à une histoire qui, quelque part, le dépasse sur pas mal de points. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. Je ne sais pas si lui a résisté à Paul Verhoeven ou s'il a fait partie du haro des acteurs. Je pense pas, parce qu'il était un peu jeune à l'époque. Et je pense qu'il a eu raison parce que ça se sent à l'image. Il apprécie le film. C'est difficile. C'est un tournage qui était clairement difficile. Lui aussi en a bavé. On voit clairement à l'image qu'ils transpirent et qu'ils doivent crever de chaud avec leurs guenilles, leurs fringues des années moyenâgeuses, entre guillemets, de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est pas évident. Mais je trouve qu'il est vraiment bien dans le rôle. Et c'est une des raisons qui fait que le film est assez attachant. C'est que lui reste un héros cliché de son époque, du milieu des années 80, avec tous les poncifs romantiques de l'époque. Hein, voilà, il est courageux, il a un amour quasi pur au départ pour Agnès. Il n'est pas forcément amoureux d'elle. En même temps, il commence à introniser les héros, on va dire, qui vont arriver après, 10-15 ans après, qui sont plus basés sur leur cohérence, leur intelligence, qui ont des défauts et des limites, qui sont un peu perdus face aux femmes, mais en même temps qui a aussi une certaine retenue morale, et ainsi de suite, que les autres personnages du film n'ont pas. C'est le seul qui va garder un certain pied moral dans le film, et pourtant, il va franchir quelque part la limite aussi dans la narration, alors moins que les autres, pour quelque part sauver Agnès. Il va devoir faire des compromis aussi. On comprend dès la fin du film que malgré ses connaissances scientifiques, et malgré le fait qu'il sait comment soigner a priori certains effets, non pas de la peste et d'autres maladies de l'époque, il va devoir se confronter à l'obscurantisme et qui ne pourra pas faire avancer les choses aussi vite qu'il le voudrait. Bref, c'est un personnage beau et Tom Burlinson le joue vraiment très bien. En face de lui, on a Jennifer Jason Leigh. Alors Jennifer Jason Leigh qui a eu une grosse carrière dans les années 80, début des années 90, et puis ensuite qui a un peu disparu, avant de revenir dernièrement faire des rôles complètement fous, et notamment dans Les 8 salopards, où elle est géniale. Elle a fait plusieurs films qui ont du succès à l'époque, comme Jeune femme partagerait appartement, je ne sais pas le titre original. Elle a tourné aussi dans Annihilation dernièrement. Des petits films où je me souvenais même pas qu'elle avait tourné dans The Machinist par exemple, ou Les Sentiers de la Perdition, bref. Mais grosso modo, elle a tourné aussi dans Existence, l'excellent Cronenberg sur le jeu vidéo, que je vous conseille de voir. Il y a une excellente vidéo de Karim Debache dessus, notamment de la série Crossed. Donc je vous conseille de voir Existence, vous tapez Crossed, CRO2SED,
et Existence avec un Z à la fin. Et vous allez voir une excellente vidéo, une excellente analyse de ce film de David Cronenberg. Tout ça pour dire, actrice qui a vraiment fait de très bons films et qui a eu un petit peu un passage à vide, qui a été un petit peu loin pas du cinéma grand public pendant un moment, avant de revenir grâce à donc Tarantino, évidemment, qui est un grand fan des acteurs de toute cette période-là, mais qui donc, à l'époque où elle joue La chair et le sang, fait son premier rôle de, on va dire, de jeune ingénu, et qui apporte complètement autre chose au personnage, que moi, perso, j'apprécie beaucoup. Paul Verhoeven est un peu critique du rapport qu'elle a dans le jeu, notamment avec Roger Hauer. Il trouve que ça marche pas très très bien, et c'est vrai que dans certains plans, ça... Allez, j'ai l'impression qu'il y a dans le regard quelque chose qui n'est pas forcément très juste, dont la mise en scène joue, dont le montage joue pour jouer sur le côté ambigu du personnage de Agnès envers Martin, et comme par moments, clairement, elle prend le dessus sur Martin. Mais je trouve que, même si je peux comprendre que ça puisse déranger un peu, moi, perso, j'ai trouvé que ça fonctionnait complètement avec le personnage, et que l'idée de faire de ce personnage, non pas une princesse, mais bien une jeune fille en fleurs, avec de la passion, avec de la hargne, de l'intelligence, de la force manipulatrice, c'est un des premiers films où j'ai vu une princesse comme ça. Moi, perso, j'avais pris un gros coup de pied au cul. Il se trouve que je n'ai pas vu les précédents films de Paul Verhoeven. J'ai vu essentiellement sa période hollywoodienne et un peu ce qu'il a fait après depuis. Mais dans sa période hollandaise, entre guillemets, il a fait plusieurs films où il avait des personnages comme ça, de femmes très complexes, notamment dans d'autres scénarios qu'il a fait avec Gerard Sutherland, si je dis pas de bêtises. Bref, tout ça pour dire, c'est un truc récurrent de sa filmographie. Si vous regardez Elle, son dernier film notamment, avec l'actrice française dont le nom ne me revient pas, Isabelle Huppert, qui est juste incroyable dedans. Je suis plus certain, oui, je crois que c'est Isabelle Huppert. Bref, tout ça pour dire, excellente actrice, et encore une fois, un personnage de femme fort, ambigu, complexe. C'est toujours très présent chez Paul Verhoeven, et dans La chair et le sang, Agnès est clairement, au début, la princesse ingénue, et on a cette fameuse scène de viol collectif qui se transforme, qu'elle renverse quelque part, et qui est juste un truc assez dingue. Alors malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai lu plusieurs interprétations qui considèrent que cette scène est un peu le renversement du viol, c'est un peu une manière de dire, voilà, les violeuses, les femmes qui ont été violées pourraient potentiellement retourner la situation, ce qui est évidemment un argument absolument inacceptable et détestable. Et je comprends qu'on puisse lire ça dans cette séquence, mais je trouve que le film présente très bien que Agnès a été élevée d'une certaine manière, qu'elle en a nourri de la frustration, et que c'est quelqu'un qui est déjà quelque part, avant même de rencontrer le prince Steven, quelqu'un d'ambigu et de beaucoup plus complexe que l'image sociale qu'on lui permet de porter. Ce qui fait, quand elle est face à des personnes comme Martin et son équipe qui sont quelque part amorales, ou immorales même, elle peut laisser aller toute une partie de sa personnalité qu'elle n'aurait jamais pu exprimer avant, et qu'elle aurait eu du mal à exprimer avec Steven avant d'avoir vécu une expérience comme celle-là. Comme la fin du film le sous-entend très fortement quand elle retrouve Steven. Et bien sûr, en face, on a Roger Hauer dans le rôle de Martin, qui est juste charismatique au possible, dans le rôle de ce chef bretteur de qualité, intelligent, meneur d'hommes, qui arrive à manipuler, même quand son équipe devient, à cause de la peste, complètement retournée par le prêtre qui le suit partout. C'est juste excellent. C'est un de ses grands rôles pour moi, c'est un des rôles qui fait que j'ai gardé en tête Roger Hauer, et qui est resté un acteur qui m'a marqué l'esprit, encore une fois, avec évidemment son personnage dans Blade Runner et dans Hitcher, et donc Roger Hauer qui, comme il l'avait dit lui-même, est resté à cause de ce film un méchant de cinéma, et qui n'aura donc pas la carrière hollywoodienne qu'il espérait, qui n'aura finalement pas réussi à rebondir quelque part comme il l'aurait voulu, ce qui fait qu'ensuite il a une carrière américaine correcte, mais essentiellement dans des rôles de méchants, dans des séries B, et il n'aura finalement jamais réellement décollé, ce qui fait que après ce film, et donc je voulais vous en parler, après la prise de tête qu'ils ont eue avec notre copain Paul Verhoeven, eh ben, ils ont jamais retravaillé ensemble. C'est un des trucs que Paul Verhoeven regrette, et quelque part Roger Hauer aussi, mais c'est un peu étrange. Ils n'ont jamais réellement voulu en reparler. C'est un truc assez bizarre. Il y a des conventions, notamment de cinéma et de genre, qui ont essayé de les faire venir tous les deux, où ils étaient là présents tous les deux, en Hollande et en France aussi, et ils n'ont jamais pu réellement les remettre en dialogue. Ils se détestaient pas, ils le disaient eux-mêmes, ils étaient parfois au téléphone, notamment quand certains membres du casting de certains films qu'ils avaient fait ensemble étaient décédés, ils ont reparlé, ils sont revus, machin. Mais retravailler ensemble,
il y avait quelque chose qui s'était cassé, et visiblement, je pense que c'était à cause du tournage de La Chair et le Sang. Le tournage en soi de La Chair et le Sang va être ainsi un peu, pas apocalyptique, mais violent. Ils vont avoir des problèmes notamment liés au temps, il va y avoir des tempêtes. Donc ils vont tourner certaines scènes sous la pluie, ou carrément dans une nuit pluvieuse, parce qu'il le faut. Les acteurs vont être contre, il va y avoir pas mal d'histoires, et notamment menés. Les acteurs seront menés justement par Roger Hauer contre Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui va se retrouver à devoir négocier beaucoup de séquences, beaucoup de plans, beaucoup carrément de manières de prendre les prises de vue, puisque l'équipe technique aussi va commencer à être un peu contre lui. L'équipe espagnole étant résiliente à continuer un tournage dans ces conditions-là. Bref, un tournage terrible. Et les rares effets spéciaux et les rares moments explosifs, ainsi de suite, quand on était réussis souvent du premier coup, parce que personne n'avait la patience de le refaire 20 fois. Hein. Donc Paul Verhoeven s'est vite retrouvé à devoir repenser un peu le découpage de son film, à parler avec Gérard Sauteman au téléphone, ou quand lui-même est venu sur le tournage, si je dis pas de bêtises, ils ont dû réécrire une partie des dialogues et une partie du film. Donc voilà, c'était... Roger Hauer, c'est pas qu'il n'avait pas des regrets par rapport à ça, mais disons si quelque part il avait des regrets, il disait que c'est un peu comme, quand il explique, j'aime bien, il le dit, c'est un peu, vous savez, ces choses qu'on fait à contre-cœur, et on n'arrive pas à admettre qu'on le fait à contre-cœur, du coup on le fait avec une très mauvaise énergie, et quelque part il le dit, le tournage de La Chair et le Sang pour lui reste un mauvais souvenir, même si au final les gens avaient beaucoup aimé sa performance dans le film, lui était resté sur le truc que il n'avait pas envie de faire ça, et qu'il avait fait à contre-cœur, et qu'il n'avait pas réussi à se démarquer de cette sensation. Je trouve ça très humain comme truc, c'est vraiment pas à juger, on a tous des trucs qu'on fait à contre-cœur, et malheureusement on s'en rend pas compte, et du coup quand on est sur le terrain, quand on finit par devoir le faire, on fait la gueule, on a une mauvaise énergie, quoi. Et c'est pas facile d'en sortir, on a tous ce truc-là, c'est notre petit syndrome gosse mal éduqué, mais je pense que tout le monde peut traverser ça. Et en fait, ça a créé vraiment une crise entre Verhoeven et Hauer, ils ont vraiment jamais retravaillé ensemble. Bref, c'est triste, parce que c'était un couple de cinéastes acteurs assez incroyable, mais bon voilà, peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire de mieux à l'époque aussi. Hein. Roger Hauer, entre-temps, ça a été plus un acteur de premier rang, il est devenu plutôt acteur de série B, il a fait des films vraiment, mais des navets absolus, je vous raconte même pas la version de Buffy dans laquelle il avait tourné, qui était ridicule, entre autres, hein, il a fait beaucoup de navets. Donc c'est peut-être aussi un acteur qui quelque part sentait plus en lui au moment où ils ont réussi à enterrer l'âge de guerre, l'envie d'encaisser un tournage en tant qu'acteur premier, il avait peut-être plus envie de ça, c'est aussi une réalité. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui passent par des rôles de premiers, de jeunes premiers, et qui très vite ont plus envie d'avoir cette pression-là, de tourner dans ces conditions-là, d'être constamment esselé, d'être la star, machin. C'est un truc qu'il faut apprécier, quoi. Et il se trouve que Roger Hauer, dans les interviews qu'il a données, était quelqu'un qui était orgueilleux, mais au-delà de ça, on sent qu'il n'avait pas envie de porter autant, il me semble. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Si vous connaissez mieux l'acteur, n'hésitez pas notamment à me détromper dans les commentaires, à m'en parler, ça m'intéressera au plus haut point. Voilà grosso modo pour le casting. Je mettrai juste en dernier lieu mon copain qui a tourné après, qui est devenu une gueule à Hollywood, Brian James, qui est devenu après ce film-là, mais avant déjà un petit peu, mais surtout après, une gueule de méchant dans plein d'autres films. Total Recall, je crois aussi, de facto, mais voilà, il a fait plein de films Hollywood et c'était une gueule. C'était le fameux répliquant qui tue un mec pendant le test Void Camp au début de Blade Runner de Ridley Scott. Bref, voilà. Tout ça pour dire, joli casting et jolie utilisation de son casting principal, surtout. J'ai encore 2 personnes sous mes ordres, il faut que j'en trouve une pour faire mon travail. Hein. Attaquons-nous maintenant à la partie scénario. Le scénario de La Chair et le Sang est son point fort. Et ça tombe bien parce que c'est un réalisateur dont j'estime que la principale force est de pousser son scénario au maximum. Cette idée toute bête de la jeune princesse enlevée par des soudards qui se révèle être beaucoup plus pernicieuse que les soudards avec qui elle est, du prince qui, quelque part, dans sa beauté, son intelligence, n'est pas du tout suivi ni respecté, on considère même que c'est un idiot de vouloir changer les choses, tout ce réalisme quasi frontal des relations humaines, le méchant soudard, le méchant mercenaire qui se révèle être un héros romantique au final, quasi transi d'amour à la fin pour Agnès et qui la voit partir et qui est obligé de la laisser partir parce que c'est la réalité, il pourra plus jamais, il a essayé de se battre contre le beau-père qui est le seigneur du coin, donc il est obligé de fuir. Bref, tout ça, j'ai un peu spoilé, hein, vous inquiétez pas, le film est plus complexe que ça. Tout cet univers-là
est déjà excellent et parfaitement interprété par les différents acteurs. On est vraiment loin des clichés. Le film nous fait sortir complètement de tout cet univers-là, avec en claquant la porte une bonne fois pour toutes aux clichés de films de princesses, de héros médiévaux, ainsi de suite, qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais ça s'arrête pas là. On a aussi ensuite derrière une excellente caractérisation d'un point de vue du Moyen-Âge qui, pour le coup, à l'époque et jusqu'à encore dernièrement, même pour moi, était de l'ordre du réalisme, c'est-à-dire le Moyen-Âge est sale, obscur et vecteur de drames sordides, extrêmement frontaux. Je vais vous en parler tout de suite. On a vécu un truc miraculeux et moi je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Alors on s'en va ? La présence de la peste, notamment, qui est utilisée dans le film comme une arme de guerre et qui est particulièrement violente, qui est décrit comme un vecteur de peur et de croyances absurdes et d'obscurantisme renforcé, bref, des groupes de personnes confrontées à l'abominable, la maladie extrêmement létale, donne beaucoup de force au film, et le fait que les personnages, comme je disais, traînent dans la boue, ils sont constamment dans une sorte de rapport aigu à la mort, constant et quotidien, fonctionne très bien dans le film et explique énormément tout le travail autour de l'équipe, comme je disais, des mercenaires, du fait qu'ils sont capables de suivre Martin parce qu'il est le plus intelligent, le plus charismatique, donc qui est aussi un cliché, parce qu'il est le plus beau d'entre eux, blablabla, mais aussi ils sont capables de se retourner d'un seul coup contre lui et de suivre le prêtre parce que voilà, ils ont peur des maladies, parce que ils ont tout un faisceau de croyances absurde certes, mais compréhensible dans des situations aussi aiguës de faim, de famine, de confrontation aux maladies graves, et de toute la violence que le film leur propose de vivre, puisque voilà, les mercenaires sont accompagnés de leurs enfants, leurs femmes, et ainsi de suite. Donc c'est très fort, comme le film arrive à donner ce côté aigu en très peu de temps et en étant très efficace. Le film ne durant pas 3 heures, hein. C'est bien un film d'époque qui dure, je crois qu'il dure 1h45 si je dis pas de bêtises. C'est à cet endroit-là un film particulièrement efficace et qui arrive justement dans sa caractérisation à ne pas tomber dans une forme de stylisation qui était très présente à l'époque de films de Moyen-Âge où quelque part, on veut dire que c'est le Moyen-Âge, mais il vaut mieux que ce soit le Moyen-Âge, Shakespeare, tout le monde est propre, et ainsi de suite. Je vous renvoie à la vision très intéressante, notamment du Excalibur de John Boorman, où tous les épées, les armures brillent, ainsi de suite. C'est un film qui est devenu kitsch, et en même temps qui voulait avoir un côté très au niveau du sol, avec du sang et de la représentation extrêmement forte, extrêmement baroque du rapport au corps. Oui, il dure 2h08, excusez-moi, la chair leçon, ça dure comme 2h08. Bref, tout ça pour dire, il y a tous ces éléments-là qui jouent déjà énormément à caractériser l'histoire et à rendre cette histoire à la base romantico-naïve à une histoire bien enjoncée dans le sol. Et ensuite, les retournements de situation de l'histoire sont aussi particulièrement dramatiques. J'avais parlé un petit peu du capitaine Hawkwood, qui est donc embarqué dans l'histoire par Arnold Finney, le fameux seigneur, le père de Steven, et le beau-père de Agnès, qui veut donc, grosso modo, pas se venger, mais se revenger après la vengeance de Martin. Il veut se revenger contre Martin, bref, récupérer la promise de son fils et tout, blablabla. Il emmène le capitaine Hawkwood, qui lui vit avec une jeune femme, comme je disais, qui a des soucis mentaux, et ainsi de suite, et dont il est amoureux. Et bref, le film est très beau. Il aurait pu se contenter d'introduire un mercenaire comme ça, mais il ne le fait pas. Il met aussi un contexte au pourquoi le capitaine Hawkwood est ce qu'il est, et pourquoi il fait ce qu'il fait. Et je trouve que ça, c'est encore un héros dramatique, dans une histoire vraisemblable, dans un contexte qui se veut vraisemblable, et qui est particulièrement aigu. J'ai pas envie de trop vous spoiler La chair et le sang, parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment bien écrit. Il a vieilli, certains effets de rythme dans les dialogues vont vous laisser un petit peu par moments, bon... Voilà, c'est pas forcément toujours très efficace, notamment dans les mises en contexte. Et comme je disais, les décors, il y a essentiellement de l'ampleur au début, après ça a un peu du mal à retrouver cette ampleur-là. Mais l'histoire dramatique est tellement dense, tellement bien écrite, il y a tellement peu de films qui ont retrouvé, je trouve, encore aujourd'hui, cette vraie densité, cette vraie intelligence de mise en contexte, notamment parce que Gérard Sutherland avait beaucoup cherché des éléments sur l'histoire du Moyen-Âge de cette période-là. Gérard Sutherland qui avait donc fait un travail historique extrêmement dense, pour parler de cette période de manière intelligente. C'est un cliché de scénario, mais c'est une réalité. Quand on cherche réellement des éléments sur
la période historique, le milieu social, les convenants, enfin tous les éléments qui réunissent le sujet sur lequel on va travailler, ça se sent à l'écriture, c'est présent, et si on arrive à convaincre le réalisateur que de la bienséance, de l'importance de garder tous ces éléments-là, ça donne un film qui tout de suite a de la densité. Bref, je ne veux pas trop parler du scénario parce que je trouve que le travail autour du scénario de La chair et le sang est un truc à découvrir en voyant le film. Mais je voulais vous donner un petit peu ce dont j'ai déjà parlé dans le casting, le personnage de Agnès qui retourne littéralement Martin, le personnage de Steven qui aussi se fait surprendre par la jeune femme qui reste le personnage le plus fort de l'histoire, j'insiste, je ne veux pas spoiler, mais vous verrez jusqu'au bout, c'est elle la plus forte. Et ça, c'est vraiment très réussi, mais je ne veux pas spoiler. Regardez La chair et le sang, vous ne le regretterez pas, et pour ceux qui l'ont vu, vous voyez très bien de quoi je parle. Nonne sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation. La chair et le sang est pour moi une des pierres angulaires du cinéma des années 80. Un grand film sur le Moyen-Âge, un grand film de Paul Verhoeven, un de mes films préférés de lui, je ne le regrette pas de le dire, et je sais que beaucoup de gens en général parlent plutôt de Basic Instinct, parlent plutôt de Robocop et surtout de Starship Trooper, mais je trouve La chair et le sang excellent à cet endroit-là. Je viens donc sur ma parenthèse historique. Comme je le disais, c'est un film qui a pendant longtemps été taxé de réalisme. Il se trouve, et je profite de ces conclusions pour vous en parler, que c'est faux. Le Moyen-Âge, les gens au Moyen-Âge étaient propres, voire beaucoup plus propres qu'à notre époque, tout simplement parce que ils étaient confrontés à énormément de maladies dues à la saleté et à la promiscuité. Vous savez, ce fameux cliché qu'on a des villes où les gens allaient tous se chier et la merde allait au milieu des caniveaux dans les rues et que les rues étaient en creux pour ça. C'est un cliché qui est né beaucoup plus tard, pendant la Renaissance, et de villes qui n'étaient pas reconstruites et dans lesquelles, dans certains quartiers où, grosso modo, les nobles n'allaient plus. Ça n'est pas quelque chose qui date de Moyen-Âge, c'est quelque chose qui vient vraiment après. Et même s'il y a eu de la saleté, des grandes pestes et ainsi de suite, le Moyen-Âge était une période en fait où la propreté était revendiquée. Les prêtres disaient aux gens de se laver les mains, de se laver le plus souvent possible, pour justement éviter la propagation de ces maladies. Donc ça déjà c'est un point. La deuxième chose c'est l'idiotie ou la bêtise de ces gens à l'époque. Ils n'étaient pas bêtes, c'est juste que les connaissances de base sociale étaient moindres et il était plus facile de s'enfermer dans son village certes, mais il y avait une certaine sagesse vis-à-vis des éléments qui te tuent. Je vous rappelle qu'on est dans une période où une grippe te tuait. Faut juste se dire, à nous qui nous la pétons en 2020, qu'en 1940, tu chopes une grippe, tu meurs. Ok ? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une grippe ça te tue. On est encore là. Les médicaments qui vont vraiment nous permettre de combattre ça arrivent vraiment à grande production au milieu des années 50, début des années 60. Ok ? Donc j'insiste, c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là. Et là, donc au Moyen-Âge, il n'y avait pas cette bêtise-là, il y avait même une plus grande crainte de ces maladies-là. Et du coup, les gens étaient encore plus propres et avaient une vraie intelligence des choses de base. Qu'est-ce qu'il faut pour se sentir bien, manger, ainsi de suite. Ils avaient même un rythme alimentaire, a priori, qui était plus intelligent que le nôtre avec nos fameux 3 repas. Ils mangeaient 5 fois par jour pour digérer plus modérément, par exemple, et réussir ensuite à être plus productif pendant la journée. Je caricature, on n'est pas sûr de ça, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est des éléments qui viennent a priori du Moyen-Âge. Donc ça c'est la deuxième chose, ils n'étaient ni bêtes, ni au plus obscurs que notre époque, ils avaient simplement un autre type de connaissances qui était adapté à leur époque et qui était tout aussi intelligent. Et dernier point et non des moindres, il n'y avait pas au Moyen-Âge une sorte d'évidence de Dieu ou des croyances ou tout ça. Tout ça était très très dense aussi. Tout ça bougeait énormément. Les suzerains bougeaient beaucoup. L'intelligence du contexte de La chair et le sang, c'est que ça se passe dans une période où les seigneurs payent des mercenaires pour gagner des villes, des terrains. C'était un petit peu entre seigneurs, c'était un petit peu le Far West. Mais au niveau des gens du peuple, il y avait une sorte d'évidence de, comme je disais avant, tuer des enfants, mais non. On savait très bien que l'extermination d'une période de sa propre culture, des gens qui parlaient ta propre langue, ça pouvait aller jusqu'au bout. On avait encore cette crainte-là. Et on savait que ça pouvait aller très très vite, que les traces culturelles de notre village, de notre culture, pouvaient vite disparaître. Donc, tuer les enfants, c'était pas du tout évident. Vous savez, le côté Vikings, on débarque, on bute tout le monde, on bute les prêtres, on efface leur culture. Ouais, ça même dans la série Vikings, qui se revendique quelque part d'être juste historiquement, il y a quand même de grosses torsions. La réalité, c'est que les Vikings ont commercé énormément avec les gens qu'ils ont soi-disant envahis et leur soi-disant système de guerre extrêmement puissant. Non, ils avaient une technique de guerre qui était à eux et qui était très frontale, mais après, ils commerçaient.
il était hors de question de tuer tout le monde. Vous comprenez l'idée? C'était pas forcément le royaume de l'économie, c'était juste la conscience que si tu voulais te développer, il fallait que tu comprennes les richesses des autres peuples et que tu échanges avec eux. Il y avait déjà cette conscience derrière tout le phénomène de guerre qui était nécessaire pour affirmer sa force et éviter de tomber sur des idiots qui allaient éventuellement chercher à vous exterminer, parce que c'est aussi arrivé, mais c'était beaucoup plus rare. Il faut bien comprendre que les grandes exterminations du type, je sais pas, Cortés au Mexique avec les Aztèques, c'est vraiment des trucs qui ont été liés à des ressorts économiques très très forts, d'abord et avant tout. Je ferme la parenthèse. Donc ça pour dire, au niveau historique, il y a vraiment eu, dans le travail autour de la chair et le sang, une intelligence de la vraisemblance qui était liée aux croyances du Moyen-Âge de l'époque. Maintenant, de nos jours, on a vraiment pris conscience, on est en train de prendre conscience que c'était pas tout à fait vrai. Mais, même si La chair et le sang dit des bêtises, le film est excellent dans ce qui nous permet de ressentir d'un moment de l'histoire, ou d'un moment, ou d'une histoire à un moment donné géographique, dans un point donné, où les gens étaient confrontés à une certaine forme d'obscurantisme, ou à croiser l'histoire, la violence physique, l'obscurantisme, et une certaine forme de romantisme qui vient du cinéma, et d'une vision romantique des princes et des princesses, et ainsi de suite. Et à cet endroit-là, La chair et le sang reste unique et singulier, et je ne saurais vous conseiller de le voir et de le revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Facebook et Instagrammer la totale, les amis. J'ai encore eu dernièrement de nouveaux abonnés, c'est vraiment hyper motivant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des chroniques. Même un petit j'aime bien ton travail, c'est cool, ça fait plaisir. Ça me met vraiment, ça me motive à mort à vous en faire d'autres. Des podcasts comme celui-là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la show. Attendez, j'ai aussi des stories sur Instagram où je vous propose de regarder certaines choses durant cette quarantaine et que je vais continuer certainement après des stories pour vous proposer des choses à regarder sur lesquelles je ferai pas forcément de critiques, mais voilà, des fois ça arrive après, des fois c'est venu avant. Mais n'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, pour que je puisse, sur la page d'un mec qui parle trop, pour que vous puissiez apprécier aussi ce contenu qui est un petit peu différent. Et prochainement, il y aura aussi du contenu avec images. Bref. J'ai assez parlé. Merci beaucoup à vous. Oui, un mec qui parle trop, qui admet qu'il a assez parlé. On n'est pas dans une sorte de paradoxe? Merci beaucoup à vous tous, et à bientôt pour un nouvel épisode de la show. Ciao, ciao.